Bien, merci Madame la Présidente. Chers collègues, en fait, c'est un sujet qui est dans la droite ligne du sujet précédent, qui est la transition écologique. Alors, je vous propose donc de prendre un petit bol d'air frais en parlant de forêt, et puis de prendre un peu de hauteur en parlant de montagne. La première chose à bien avoir en tête quand on s'intéresse au sujet de la forêt, de la filière bois, c'est que la forêt a 3 fonctions économiques, écologiques et sociales. Ça, c'est la première notion à avoir bien en tête. C'est la première chose qu'on apprend quand on entre dans une école forestière. Or, il ne vous aura pas échappé que quand on parle d'économique, d'écologique, de social, en fait, on cite les 3 piliers du développement durable. Donc, ces 3 fonctions de la forêt, les forestiers l'ont intégré dans leur logiciel depuis au moins un siècle. C'est devenu, en fin de XXe siècle, la référence en matière de développement durable. Je vous propose aussi d'aborder ce sujet d'abord de manière globale pour finir au local, parce que là encore, à l'heure où nous sommes, quel que soit le sujet, on ne peut pas éviter de penser global pour agir local. Donc d'abord, quelques considérations globales sur la chose forestière. C'est que elle est au cœur de la transition écologique, la forêt, la filière bois, complètement au cœur. Par rapport au réchauffement climatique, bon, je pense qu'il est avéré, à part un illuminé comme Donald Trump, qu'il y a plus grand monde pour contester la réalité du réchauffement climatique, et que ce réchauffement est dû à l'activité humaine. Et la forêt, dans tout cela, en fait, elle est à la fois victime et actrice. Elle est victime parce que les épisodes de sécheresse-canicule, comme on vient de les vivre, ont un impact direct sur la croissance des arbres. Les arbres poussent moins vite, ça fait moins de production de bois, et donc un impact sur la filière bois à long terme. Deuxième impact, c'est des problèmes sanitaires, donc des arbres qui sont en moins bonne santé. Et puis le troisième degré dans la gravité de cet impact, ça peut être carrément la mort des arbres. Et c'est ce qu'on est en train de vivre durement dans notre région avec ce qu'on appelle la crise scolite. Je rappelle que le scolite, c'est un petit insecte qui fait mourir les épicéas. Et nous sommes particulièrement concernés ici en Bourgogne-Franche-Comté et chez nos voisins de Grand Est. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est que la forêt n'est pas que victime du réchauffement climatique, elle peut aussi être une actrice et une alliée dans la lutte contre le réchauffement climatique, à travers une multitude d'aspects. Je rappelle que la forêt, d'abord, c'est un réservoir de biodiversité. Ensuite, c'est un filtre à eau, c'est un filtre à air qui capte le carbone, qui séquestre le carbone. C'est un lieu de production d'une énergie renouvelable, on vient de l'évoquer. Je rappelle que quand on parle des énergies renouvelables, on peut dire ce qu'on veut. Depuis très longtemps, et à mon avis encore pour longtemps, le gros des énergies renouvelables, c'est la biomasse, 60%. Et dans cette biomasse, c'est essentiellement du bois. C'est également la forêt un lieu de production du matériau de construction le plus écologique qui soit, le bois, qui a toutes les vertus, qui est naturel, durable, renouvelable, recyclable, qui, par rapport à tous ces matériaux concurrents que peuvent être l'acier, le béton, le verre, non seulement nécessite moins d'énergie, moins d'émissions de CO2, mais en plus qui en lui-même séquestre du CO2. Et pour terminer, sur les services et cette forêt actrice du changement climatique, c'est aussi, je rappelle, un lieu de production d'une matière première pour l'industrie chimique. À partir du bois, on peut absolument tout faire. Je rappelle qu'on peut, non seulement on produit du papier, mais on peut produire des carburants, on peut produire du biogaz, du carburant liquide, on peut produire des matières plastiques. Tout ce qu'on produit à partir du pétrole, on peut le produire à partir du bois. Voilà pour les considérations globales. Ensuite, est-ce qu'on peut voir la diapo où il y a la dizaine de politiques ? Les 10 politiques, voilà. Je tenais à vous présenter ça pour vous montrer qu'aujourd'hui, donc après la loi d'avenir sur l'agriculture et la forêt 2014, qui a pour la première fois dans l'histoire de France a conféré aux régions une compétence en matière de politique forestière, alors qu'auparavant c'était une compétence régalienne. Si on y ajoute les dispositions de la loi NOTRe, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et les régions, aujourd'hui, plus que jamais, sont au cœur de la politique forêt-bois. Et chaque région peut intervenir en soutien à cette filière à travers une dizaine de politiques que j'ai tenu à vous lister. Tout simplement pour vous dire que si votre serviteur est en charge de la forêt et de l'amont, ce qui concerne la sylviculture, l'exploitation, la première transformation, vous m'avez confié aussi le développement global de cette filière, mais je ne peux rien faire seul, et notamment sans une dizaine de collègues qui ont en charge d'autres politiques, l'économie, la transition écologique, l'aménagement du territoire, les lycées en tant que contenu, outil pédagogique mis à disposition de nos jeunes, mais aussi en tant que contenant, c'est-à-dire nos bâtiments dans lesquels nous devons être exemplaires dans l'utilisation du bois, construction et du bois énergie dans nos chaufferies. On a besoin aussi de l'apprentissage, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et enfin des fonds européens.
Et puis pour terminer, je resserre le zoom sur notre région, simplement pour vous rappeler, chers collègues, que la Bourgogne-Franche-Comté est dans le peloton de tête des régions forestières françaises. Nous avons quasiment la plus belle ressource. Alors on n'est pas premier partout selon les classements, hein, on n'a pas la plus grande en surface ou en volume, mais on est dans le peloton de tête. On a des productions emblématiques, reconnues nationalement, voire internationalement, et on a une superbe filière bois avec quasiment tous les maillons. On a les pépiniéristes, les leaders de la première transformation, de la deuxième transformation. On a des lieux de formation réputés, le lycée du Bois de Mouchard par exemple, l'ENSAM de Cluny. On a le FCBA de Charest-sur-Saône qui est l'Institut technique national en soutien à la filière. On a absolument tout pour bien faire. Voilà. Donc voilà pour la forêt ce que je tenais à vous dire. Voilà, il y a un rappel sur les diapos des différentes, quelques illustrations. Je ne reviens pas dessus. Je vous propose de passer à la montagne. Alors c'est une politique complètement différente, hein. C'est une autre politique, donc je suis à 6 minutes, donc 6 minutes pour la forêt, je vais essayer ce sera plus court pour la montagne. Un rappel, donc, que notre région Bourgogne-Franche-Comté est concernée par 3 massifs. Il n'y a que 2 régions en France dans cette situation, c'est nous et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc le Jura, sur les départements du Jura et du Doubs. Nous avons les 2 tiers nord du massif du Jura sont chez nous. Ensuite, les 12% les plus au sud du massif des Vosges sont chez nous, en Haute-Saône et sur le territoire de Belfort. Et puis nous avons l'appendice nord-est du massif central, qui est le Morvan, qui concerne les 4 départements anciennement bourguignons. Simplement pour vous rappeler le cadre de cette politique montagne française, une spécificité en Europe, cette politique montagne à la française. La loi montagne, la première loi montagne de 85 a été une première dans l'histoire de notre 5e République une et indivisible. C'est que pour la première fois, le législateur envisageait d'avoir une politique différenciée pour une partie du territoire, ce qui est un outil très intéressant. Et l'une des dispositions, précisément, nous permet un droit d'adaptation du droit national au contexte local. Dans le débat actuel sur la future loi 3D, décentralisation, déconcentration, différenciation, voilà, je vous le cite, on a un outil qui existe déjà depuis une trentaine d'années. Voilà. Et puis globalement, donc, ces politiques montagne sont des sujets très très transpartisans, transrégionaux, très consensuels. Ils passent par des schémas de massifs qui sont des politiques interrégionales à l'échelle de 15-20 ans, et puis un outil aussi de gouvernance multipartenariale que sont les comités de massifs.